Alors bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence du professeur Bob Becking que je vais présenter très très brièvement parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps de sa leçon. D'ailleurs, le professeur Becking comprend parfaitement le français. Si vous avez des questions ensuite, vous pouvez tout à fait les poser en français. Lentement. Lentement, voilà. Donc, le professeur Becking a fait des études de théologie et des sciences des religions aux Pays-Bas. Il est devenu ensuite, après avoir été pasteur quelques années dans l'Église réformée des Pays-Bas, il est devenu d'abord professeur assistant et ensuite professeur ordinaire à l'université de Utrecht. Et maintenant, il a un titre magnifique qui est Research Professor. Quand vous êtes Research Professor, vous ne vous enseignez plus. C'est ça, hein? Donc vous faites que de la recherche et puis vous êtes même dans l'hiérarchie encore supérieure au professeur titulaire. Donc un poste tout à fait magnifique et qu'il fait la recherche, ça, il n'y a pas besoin de le prouver. Vous pouvez regarder toutes les publications que je ne vais pas détailler. Je voudrais seulement mentionner quelques œuvres majeures. Donc, M. Becking a écrit une dizaine de monographies, des articles à pas les nommer. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je voudrais mentionner un des premiers livres et un des derniers. Non, j'ai oublié le premier. Le premier que je voulais amener, puis j'étais un peu pressé, c'est sur la chute de Samarie, donc sur ce qui a suivi les événements de 722 avant notre ère, où en effet, Bob Becking, un des premiers, a en effet confronté les documents assyriens aux documents bibliques et a fait une étude qui reste jusqu'à aujourd'hui une étude de référence pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, aux origines des fameux Samaritains. Alors, puisque j'ai pris aussi ce livre-là, je vais aussi le présenter. Ensuite, il s'est beaucoup intéressé aussi au livre des rois, ça va intéresser notre ami André Lemaire, dans cet ouvrage « From David to Gedaliah », où il y a toute une série d'études sur le livre des rois, en tant que livre historique, mais aussi en tant que livre idéologique, Story and History. Et le dernier ouvrage qui vient de sortir, c'est un ouvrage sur les livres d'Esra et Néhémie et la construction de l'identité du judaïsme ancien. Donc un livre qui vient de sortir l'année dernière, je crois. Il y a déjà 2 ans. 2 ans. 2 ans. Voilà, je fais circuler ces livres et je voudrais juste, pour aussi introduire un tout petit peu le sujet d'aujourd'hui, vous signaler que Bob Becking vient d'écrire un article qui s'appelle « Global Warming and the Babylonian Exile », donc réchauffement planétaire et l'exil babylonien, donc un rapprochement qui peut paraître un peu inattendu, étonnant, mais vous allez voir, il y a des choses à trouver. Donc je suis très heureux que Bob a accepté de venir d'Amsterdam, je pense vers Amsterdam ou Utrecht via Amsterdam à Paris. Non? Non? Via Rotterdam. Via Rotterdam, bon. Mes connaissances des Pays-Bas, je ne sais pas, sont un peu limites. Voilà, donc je lui laisse la parole, il va nous présenter son exposé et puis on aura quelques moments pour lui poser des questions. Merci. Merci beaucoup, Thomas, pour m'inviter à le Collège de France. C'est un grand honneur pour moi. I will switch to English now. Je vais passer à l'anglais maintenant, si vous me le permettez, parce que je sais commander un café, je sais demander quand passera le prochain métro, mais je ne pense pas que ce soit suffisamment compétent pour prendre la parole dans ce lieu si réputé pour l'intellectuel. L'histoire est toujours faite par l'homme et cela implique que tout ce qui a été fait dans le passé est le résultat d'actions humaines. Mais ces actions, cependant, ne sont pas libres, elles sont contraintes. Et l'une de ces contraintes à l'action humaine, c'est le climat. C'est une frontière très claire de ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire. Et ce que j'aimerais aborder cet après-midi, c'est le climat de l'Israël ancien dans le cadre plus large, parce qu'il me semble qu'il y a 4 concepts importants, le paysage, la technologie, le climat et la démographie.
qui, tous les quatre, sont liés. Et lorsqu'il se passe quelque chose dans l'un de ces quatre domaines, il a des répercussions sur les trois autres. Et je vais me restreindre à la période de ce que l'on appelle l'âge de fer en Israël ou Palestine, c'est-à-dire d'environ 1200 avant l'ère commune, jusqu'à la période d'Alexandre le Grand. Le climat dans la période Holocène, c'est-à-dire la période qui remonte depuis la dernière ère glaciaire jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été constante, mais a été sujet à changement. Après un réchauffement climatique mondial environ il y a 10 000 ans, on a atteint la température moyenne d'aujourd'hui. Des périodes plus chaudes, ou plus froides, ou plus sèches, ou plus humides, ont eu lieu et se sont succédés, mais les traces aujourd'hui sont rendues visibles grâce au programme GISP2, Greenland Ice Sheet, donc de la couche glaciaire dans Groenland, où on creuse les couches de glace pour retrouver le climat dans les temps anciens. Et ma question, c'est en quoi est-ce que ces oscillations des modèles climatiques que nous pouvons détecter ont-ils une influence sur l'histoire humaine et notamment l'histoire de l'Israël ancien de cette époque? Et je commencerai avec le roi David. Le roi David est un personnage intéressant qui a inspiré les artisans de toutes les époques depuis pour créer des œuvres d'art. On connaît universellement les sculptures en marbre de Michel-Ange et les livres de Stefan Heim. Et il joue même un rôle dans les drames de Shakespeare et également Joseph Heller compose des poèmes également. Et tout au long des âges, David a été modelé et remodelé dans toutes sortes de figures. Et ces figures de David peuvent être vues comme une appropriation de certaines caractéristiques du personnage biblique dans le contexte sociétal et culturel de ces divers artistes. Ce qui me frappe, c'est l'ambiguïté inhérente qui se poursuit dans le caractère de David tel qu'on le voit dans l'art. À côté de la tendresse de l'amour hétérosexuel de David pour Bathsheba, mais il y a eu aussi d'autres femmes dans sa vie, telles que dépeints par Rembrandt et Chagall, on trouve ce merveilleux poème de longueur de Stephen Schechter qui décrit l'amour de David homoérotique. Et le chant de Leonard Cohen intitulé Alléluia se réfère à David aussi et décrit cette relation entre Dieu et l'être humain en des termes très lyriques. L'ambiguïté de David ressort dans cette ligne. Ta foi était forte, mais tu avais besoin de preuves. Et si vous voulez bien, là, j'ai eu, je ne sais pas si la personne qui est apparue là dans la porte était prévue ou quoi, mais merci, bon. Alors, pour revenir à notre texte, dans la Bible hébraïque, David est dépeint comme une figure paradoxale et un roi haut en couleur et multidimensionnel. Et dans le livre des rois et de Samuel, on retrouve ce personnage en chair et sang et un roi juste et cependant qui, à l'occasion, se comporte de manière immorale, qui était guidé par la sagesse et cependant devient la proie de ses passions et de ses colères. Bref, ce roi a connu toutes les ambivalences de la vie humaine et a souffert de son ambiguïté. Dans le monde de la narration de la Bible hébraïque, David est dépeint comme établissant ce soi-disant royaume uni d'Israël et de Judée, établissant sa richesse et son pouvoir. Et toutes ces images bibliques distinctes ne doivent pas être
perçu comme étant la description de ce qui s'est passé, mais comme une idéologie, c'est-à-dire des images qui représentent la réalité. Et la question intéressante à poser, tant pour l'historien que pour le théologien, c'est de savoir si cette idéologie sur David peut être reliée à l'histoire, ou en d'autres termes, dans quelle mesure est-ce que l'image biblique de David doit-elle être perçue comme une appropriation ancienne? Que sait-on vraiment de David? Et c'est une question piège, difficile. Une question qui est reliée à toute la question qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que l'historiographie? Et je pourrais m'étendre là-dessus pendant des heures, mais si vous le permettez, je m'attarderai que quelques secondes. Il faut faire très attention lorsque l'on construit ou reconstruit le passé. Et en fait, on devrait pouvoir estimer que l'image biblique traditionnelle n'est pas correcte parce qu'on ne la trouve pas dans les sources. Mais cette argumentation est faillible pour plusieurs raisons reliées à trois concepts historiographiques très importants. La nature des sources, la notion de la vérité et l'idée de la narration. Je ne m'attarderai pas sur ces trois points, mais pour l'instant, il suffit de dire que nous n'avons à notre disposition que des traces du passé, des empreintes dans la neige de l'histoire, c'est la base de laquelle nous pouvons reconstruire le passé. Et l'historien espère travailler avec des figures correspondantes de la vérité. Mais elle est ravie lorsque l'on peut appliquer une théorie de l'histoire qui soit cohérente. Et une bonne histoire va se baser sur une histoire pragmatique de la vérité. L'historien écrit des narrations et les réécrive. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous redire l'histoire en espérant que cette histoire soit suffisamment basée sur des preuves pour être convaincante pour vous tous. Dernièrement, il y a eu 4 vies de David écrites par Steve Mackenzie, Bruce Halpern, John Fancetas et Joel Baden. Et chacun décrit un David différent. Et je ne m'attarderai là non plus dessus, mais même si j'apprécie beaucoup le travail de ces grands spécialistes, mais à la lumière de mes remarques liminaires faites maintenant, je pense que l'on peut dire que je voudrais suivre la recette de 2 grands historiens, le spécialiste biblique Manfred Whitehead et l'historien postmoderne Hayden White. Et en suivant leur point de vue, je ferai une distinction très claire entre la recherche et l'écriture. La recherche retrouve des éléments non liés venant du passé. Et l'historien donne une présentation ou représentation de ce passé. Et par définition, ce n'est pas factuel et doit se trouver en concurrence avec d'autres narrations. Je vais me concentrer d'abord sur les preuves existantes, ces empreintes dans la neige, parce que ce n'est pas chaque narration de David serait suffisante. Ce n'est pas chaque appropriation de ce roi, que ce soit en parole ou de manière picturale, peut être satisfaisante. Et quand il s'agit d'appliquer mes idées de l'historiographie sur l'histoire de David, il y a 5 dimensions qu'il convient de discuter et mener une enquête pour trouver les preuves pour faire des propositions valables sur le passé. Premièrement, le paysage. Deuxièmement, le climat. Troisièmement, l'archéologie, l'épigraphie en 4e. Et enfin, la Bible hébraïque. Je commencerai avec le paysage. Israël, et ce serait très intéressant de discuter pleinement le paysage de l'ancien Israël, de Dan à Beersheba. Mais pour aujourd'hui, il suffit de se rappeler que l'Israël ancien, ou la Palestine, était une région collineuse avec des zones agricoles différentes et variées. Le cœur de Juda avait un sol très fertile. Et cette zone, entourée de zones semi-arides,
avaient continuellement besoin d'eau de pluie, y compris les technologies qui permettaient d'éviter l'écoulement de ces eaux de pluie. En d'autres termes, c'était une région à haut potentiel agricole, mais qui avait besoin d'un cultivateur intelligent. Climate. So I'm now... Le climat. Et j'en viens au cœur de ma présentation. J'aimerais d'abord faire une brève remarque sur la différence entre le concept de météorologie et climat. La météorologie, c'est ce qui se passe sur une période courte et le climat, c'est le comportement de l'atmosphère sur une période plus longue. La météo, c'est une condition spécifique de l'atmosphère à un moment et en un lieu particulier. La journée ensoleillée que nous avons aujourd'hui à Paris est typique de l'automne. Le climat, c'est la moyenne de la météo sur une période plus longue. Et le changement climatique se réfère à ce changement sur la durée, au moment mondial ou régional. On ne peut pas dire que l'année dernière, le 3 décembre, il pleuvait et aujourd'hui, nous avons du soleil et donc on est en train de vivre le changement climatique. Non, c'est un changement météorologique. Et on peut espérer que, bien sûr, l'année prochaine, il ne pleuvra pas non plus le 3 décembre. Mais voyez-vous, le climat, c'est de l'histoire conjoncturelle. Et la météorologie, c'est de l'histoire événementielle. Et Aaron Horowitz est l'un des premiers historiens à s'intéresser à l'impact des changements climatiques sur le cours de l'histoire. Il faut noter que sa recherche est assez unidimensionnelle puisque elle n'est limitée qu'à un ensemble de données. Mais aujourd'hui, on comprend mieux le climat du passé grâce au programme GISP-2 au Groenland. Dans les masses glaciaires du Groenland, on trouve des traces dans les chutes de neige annuelles et c'est leur variation au long du temps. Et les résultats de cette recherche sont étonnants et ouvrent une fenêtre sur le passé et son climat. Il se trouve que pendant la période Holocène et la période post-glaciale, le climat mondial a connu pas mal de changements assez vite. La température moyenne a atteint à peu près la température que nous avons maintenant, mais après cela, ce n'était pas toujours pareil. Il y a eu des vagues et des ondulations, parfois avec une amplitude plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui. L'abaissement de la température moyenne dans les zones subtropicales. Vous voyez ici une autre représentation. Voici ce que je cherchais. Ça, c'est un autre graphique qui montre, qui remonte à l'an 1000. Avant notre commune, il y a eu un refroidissement mondial assez significatif et l'abaissement de la température dans ce climat subtropical implique une augmentation de la pluviométrie. Ce n'est pas théoriquement vrai, mais on peut le déduire du fait que le niveau de l'eau de la mer morte est monté à l'époque parce qu'il y avait de plus en plus d'eau qui venait. Et une augmentation de la pluviométrie, notamment associée à des améliorations de la technologie, la construction de terrasses, conduit à plus d'eau pour l'agriculture et donc à de meilleures récoltes. Et tout cela conduit à de meilleures conditions de vie sur la Terre. Alors, avons-nous des preuves pour tout cela? Voici un graphique de la pluviométrie. Et j'aimerais maintenant ouvrir ces sections avec une remarque faite par John Van Cedars, qui a écrit que nous savons aujourd'hui avec confiance que le contexte social de l'histoire de David ne peut pas être soutenu par le contexte archéologique du Xe siècle et doit être ramené à une période beaucoup plus tardive. Je suis assez d'accord avec John Van Cedars que les histoires telles que nous les avons aujourd'hui remontent à une période bien plus tardive, mais cela n'implique pas qu'il n'y a jamais eu de David ou de certaines parties de l'histoire
sont vraies. Mais cela est vrai aussi dans la mesure où cela concerne les découvertes archéologiques qui, indubitablement, peuvent être reliées à toutes sortes de détails dans la vie de David. Et nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas ces liens de un à un. Par exemple, nous n'avons pas le squelette d'Uri, le Hittite, ou nous n'avons pas le savon qui avait servi à Bathsheba. Mais néanmoins, il existe des preuves archéologiques de la période à laquelle David est supposé vivre. La transition de l'âge du fer, la première âge du fer, au deuxième âge. Et le fait est que toutes ces données ont été interprétées dans le passé à partir d'un paradigme spécifique, celui de la soi-disant monarchie unie. Ce point de vue qui accepte l'idée d'une monarchie unie sous les règnes de David et Salomon qui sont supposés avoir régné sur des territoires énormes avec une grande bureaucratie étatique ne tiennent plus. Cela implique que nous ne pouvons plus parler des étables de Salomon à Megiddo ou les activités de construction de David dans tout le pays. Mais récemment, néanmoins, deux nouvelles découvertes archéologiques qui pourraient être reliées à l'époque de David ont été proposées. Et le premier, c'est la découverte d'une grande structure de pierre à Jérusalem qui a été interprétée comme le palais de David. Et l'archéologue a été fortement critiqué en disant qu'elle considère comme une seule construction, en fait, ce qui sont plusieurs constructions remontant à différentes périodes. Alors, je ne pense pas que cette prétention d'avoir trouvé le palais de David soit juste. Dernièrement, des fouilles à Kiryat Ariefa ont montré qu'il y avait une occupation au Xe siècle avant l'ère commune, et ce site a été identifié comme la ville de Shaharim de l'ère biblique. Et c'est un site qui, sur toute la vallée d'Ela, où David aurait combattu Goliath. Et se trouve sur la route principale qui conduit de la côte palestinienne jusqu'à Jérusalem. Et ces fouilles à Kiryat Ariefa sont très importantes pour deux raisons. Tout d'abord, les types de poteries découvertes ici sont différents des poteries excavées dans la ville de Khat, ville palestinienne. De la même période. Et cela indique peut-être des identités distinctes. Et également la découverte d'un ostracum de 5 ou 6 lignes de la période avec des inscriptions en hébreu ancien ont été également découvertes et sont intéressantes, et j'y reviendrai plus tard. Vous voyez que les spécialistes de la période sont capables de produire toutes sortes de graphiques qui disent qu'il est très probable que la zone a été habitée, que la ville a été habitée autour de l'an 1000 et abondamment avant l'an 900. Je vais passer maintenant. Voici l'inscription à laquelle je reviendrai tantôt. Je vais passer maintenant aux évolutions démographiques dans la deuxième période de l'âge de fer. En fait, les fouilles de Kiryat Ariefa, de ce nouvel établissement qui a duré pendant plus d'un siècle, en fait, renforcent l'observation faite par Paul McNutt concernant les évolutions démographiques pendant la période de l'âge du fer, la deuxième période, au Juda ancien. Et il montre que l'augmentation de la population dans cette région de Juda peut être détectée. Le changement climatique auquel on a fait référence tout à l'heure, le refroidissement, aurait pu contribuer à cette évolution. Et ce point de vue est d'accord avec une découverte récente et aussi un nouvel éclairage. Et je vais passer maintenant.
to apiculture. à l'apiculture. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ici aujourd'hui ont des abeilles dans leur jardin, Excavations at mais les fouilles à Tellerhof ont révélé the remains of an les restes d'un rucher de l'âge de fer avec un grand nombre de ruches du 10e au 9e siècle avant notre ère commune montre qu'il y avait une production quasi industrielle du miel. Et le nombre de ruches donne l'impression que le miel était produit non seulement pour le marché local, mais également, et même peut-être plus particulièrement, pour pouvoir être exporté dans les marchés avoisinants. Et Masaya Panitz-Cohen suppose qu'une telle production à grande échelle de miel impliquait une bureaucratie centrale pour établir les politiques administratives nécessaires pour mettre en place ce rucher et l'entretenir. Autrement dit, on voit ce rucher à Tellerhof comme étant la preuve des premiers signes d'un État avec des capacités organisatives en Israël et en Juda. Et il suppose que ce n'est seulement sous les directions d'un pouvoir central qu'un système plus complexe de production pouvait émerger. Or, cela est un point de vue biaisé, à mon sens. Bon, je dirais que ce n'est pas exactement relié à un système de style Politburo, mais n'empêche. Il me semble que l'humanité n'a pas besoin d'une administration centrale pour démarrer des activités économiques. Et je peux vous donner un exemple de l'âge de bronze où des groupes nomades ont pu organiser des activités liées à la fonte de cuivre comme une usine dans la basse vallée du Jourdain, et cela sans qu'il y ait le soutien d'une ville-État proche. Et à mon sens, des économies peuvent s'épanouir sans qu'il y ait l'impulsion venant d'une organisation centrale. Et ce ne sont justement que les économies épanouies et qui grandissent qui demandent une organisation centrale pour défendre leurs intérêts. Alors, je vais passer le point suivant, mais apparemment, il est question aussi qu'on mangeait des ours dans cette ville où on a trouvé les ruchers. Mais je vais passer maintenant aux inscriptions qui probablement étaient liées à la livraison de produits ailleurs. Et j'en viens maintenant à la cultivation en terrasse. Toute agriculture dépend de trois éléments: un sol fertile, une eau suffisante et la présence d'un cultivateur. Au Levant, la construction de terrasses sur les pentes des collines remonte très loin, avec des racines préhistoriques. Pendant la première période de bronze, la technologie a été mise en œuvre à grande échelle et cette technologie a permis d'arrêter l'écoulement de l'eau pour qu'elle puisse être utilisée pour des besoins agricoles. Deuxième avance, c'est que des surfaces plus horizontales pour un usage agricole sont apparues, ce qui rend le travail du cultivateur beaucoup plus facile. Et à côté de cela, ce système de terrasse peut être très utile pour éviter l'érosion. Or, dans l'histoire du terrassage, et il y a d'autres contributions, par exemple l'introduction des instruments, des outils en fer, et notamment à Juda, et cela aurait conduit à un meilleur contrôle des différentes phases du cycle agricole. À côté de cela, le nombre de terrasses agricoles a augmenté pendant la deuxième période de fer, comme on peut le voir dans toutes sortes d'exemples. Et il va sans dire qu'une
une meilleure manière d'arrêter l'écoulement de l'eau permet d'avoir davantage de récoltes et donc plus de nourriture, ce qui peut être la base d'une évolution démographique qui permet effectivement un accroissement de la population. Nous avons donc vu les ruches. On va passer à une autre commodité maintenant, le poisson. Pendant des fouilles à Jérusalem, on a trouvé 7500 arêtes de poissons remontant à l'âge de fer. Et environ un tiers appartiennent à une espèce. Pas moins de 2300 arêtes appartiennent à des poissons marins et on peut déduire de cela qu'il y a eu une forme de marché de poissons à cette époque aux portes de la ville. Et la présence de ces restes de poissons marins implique qu'il y avait un réseau commercial qui pouvait fonctionner sans la présence d'un État bureaucratique. La consommation de poissons et de ses protéines aurait pu aussi contribuer à améliorer la condition physique des citoyens de Jérusalem à cette deuxième période de l'âge de fer. Et j'estime cela comme étant l'un des facteurs de cette évolution démographique. J'en viens maintenant à un thème peut-être plus sensible parce que l'un des plus grands épigraphes au monde aujourd'hui et dans le public aujourd'hui, et peut-être je vais dire des choses qu'il n'appréciera pas. Voici cette inscription très connue de la maison de David de Telbam. Et je suppose que André le maire vous en a largement parlé à d'autres occasions. Les preuves émanant de cette inscription de Tel Dan impliquent clairement que, environ un siècle et demi après sa vie, David était perçu comme étant l'ancêtre de la lignée royale de Juda. Et même vu de l'extérieur, je vais passer toutes sortes de détails très intéressants, mais qui ne sont pas centraux pour notre présentation aujourd'hui. David a dû vivre et régner sur ce qu'on appelait le royaume du Sud. Et la question de l'historicité des récits dans Samuel et Roi et les différents éléments de proposition ne peuvent se décider sur les simples preuves apportées par l'inscription de Tel Dan. Un nom, ce n'est pas une histoire. Une deuxième mention de David maintenant. Dans la soi-disant inscription du roi Mécha, je pense que vous les avez probablement tous vus au musée du Louvre. Et sur les observations faites de cette inscription bien connue, André Lemaire a proposé à lire à la ligne 31 une traduction suivante. Peut-être qu'il a changé d'avis depuis, mais voilà. Et la maison de David grandit à Horonen, en Judée. Même si j'ai mes doutes quant à cette traduction, je n'ose pas l'affirmer ici, si près du musée du Louvre. Et le point de vue de Lemaire, question sur l'historicité de David, même si elle ne donne aucune information sur la vie de David. Le troisième, le relief de Sheshong, fait par le pharaon égyptien Kishon, propose que le temple d'Amon à Thèbes devait se lire les hauteurs de David ou les hautes terres de David. Alors, n'étant pas un spécialiste en égyptien, je vous laisse juge de cela. Mais sur la base des preuves épigraphiques, on peut conclure assez clairement que ces références permettent d'accepter David comme une figure historique sans que nous ayons la moindre indication sur ses actes. On peut même trouver cela dans le langage de la correspondance. L'historicité de David peut se voir comme étant vraie parce qu'elle correspond aux preuves que l'on trouve dans la réalité.
Or, c'est une vérité restreinte qui ne tient que pour la figure de David, mais pas pour les récits entourant la vie de David. Je vais passer maintenant rapidement à un ensemble de petites inscriptions de l'époque de David où il n'est pas mentionné, mais j'aimerais vous montrer quand même que j'ai fait mes devoirs à la maison pour lire et faire des recherches sur toutes ces inscriptions qui sont liées au rucher dont je parlais tantôt. Des inscriptions sur des jarres. En voici une très intéressante. De à et de cette construction de X à Y peut être liée à la livraison de produits. Voici une inscription qui a été trouvée au début de cette année d'ailleurs, et les spécialistes discutent encore de comment il faut le lire et ce que ça veut dire. Mais en voici très intéressant, l'abécédaire de Tel Zaïd. Tel Zaïd, qui était probablement le Libna ancien, est à la frontière entre Juda et la Palestine. Et au Xe siècle, on a trouvé cet abécédaire. Un abécédaire n'est pas un texte à lire, mais simplement un texte qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Tout comme lorsque moi j'étais gamin, il y a un demi-siècle, le tableau noir avait l'alphabet, abécédé, etc. Voilà ce qu'est un abécédaire. Et des abécédaires peuvent être conçus comme faisant partie de la formation des scribes, qu'il y ait ou non l'existence d'un bâtiment d'école. Et on en a trouvé beaucoup. Et il est intéressant de remarquer qu'au Xe siècle avant l'ère commune, nous avons, donc à peu près à l'époque de David, nous avons déjà des abécédaires. J'en viens à l'inscription de Khirbet Keiafa. C'est quelque chose de très discuté. Et j'ai un point de vue là-dessus, mon point de vue, c'est que c'est un texte scolaire, un exercice en fait, de quelqu'un qui essaye de maîtriser l'art d'écrire l'hébreu ancien. Le contenu du texte, c'est des textes de sagesse ancienne. Tu ne le feras pas, mais tu serviras. Juge l'esclave et la veuve, juge l'orphelin et l'étranger. Plaide en faveur de l'enfant et pour le pauvre et la veuve. Prends vengeance de la main du roi et protège les pauvres et les serviteurs. Soutenez les étrangers. Le plus important, c'est de voir que ce texte peut être conçu comme un exercice d'écriture à cause de la forme irrégulière des caractères. Il y a le symbole Aleph en hébreu qui est à peu près comme notre A. Et si vous le regardez, on voit ici 3 versions, une vers le bas, une vers le haut et une vers la droite. Et donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas encore décidé quel serait l'Aleph à utiliser. Il y a aussi des lettres qui se confondent les unes dans les autres. Il y a un daf au lieu d'un diyat. Et comme vous pouvez le voir, la deuxième ligne remonte vers la droite. Et moi, je me souviens très bien, lorsque j'écrivais les cartes postales de la colonie de vacances en été, et que j'avais pas assez d'espace, je remontais sur le côté de la carte. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'on n'est pas un scribe très bien formé. Et je pense que cette inscription est donc effectivement un texte scolaire. Alors, dans cette évaluation des preuves épigraphiques du Xe siècle avant l'ère commune, ont amené Seth Sanders à noter que cette inscription remet en question à la fois la reconstruction idéalisée d'un... pourquoi est-ce que ces mots sont si compliqués d'un monde rempli de bureaucratie et le préjugé qui amène à balayer la culture du Xe siècle. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que ce que nous pouvons conclure de ces inscriptions, c'est à la fois
une attaque contre le point de vue maximaliste, selon lequel il y avait un grand État très important avec beaucoup de bureaucrates, mais s'en prend aussi à un point de vue minimaliste qui dit qu'il n'y avait quasiment rien, peut-être que 2 ou 3 fermiers à l'époque. Non, il affirme qu'il devait y avoir plus que cela, parce qu'il y avait des activités littéraires et que ces activités littéraires étaient en rapport avec ce que moi je vois comme une agriculture en évolution qui fournit non seulement les marchés locaux, mais même un marché d'exportation. La plupart de ces inscriptions peuvent être reliées à l'agriculture et certains ont même se réfèrent à des articles de luxe, mais aucune a des fonctions d'un État central. Et on peut conclure donc que les preuves épigraphiques du Xe siècle peuvent être mises en rapport avec une période de croissance démographique et d'évolution économique. La croissance de la population, un commerce qui se développe sont les signes des temps. Et ils ne sont pas orchestrés par un État central, mais vus comme un élément de l'histoire conjoncturelle. Et ces éléments avaient besoin d'une forte administration pour défendre les intérêts économiques qui en résultaient. Et donc, le royaume de David peut être mieux compris comme étant ni un royaume à l'échelle du monde, ni comme non existant, mais plutôt comme une entité ethnique qui allait devenir une nation, une société patrimoniale en développement. Une bulle fiscale de Bethléem. Je suppose qu'en France, vous payez aussi des impôts. Peut-être pas autant que nous aux Pays-Bas, mais sûrement plus que ce qu'on paye en Suisse. Quoi qu'il en soit, avant sa publication officielle, cette bulle du 7e siècle découverte lors de fouilles à Jérusalem ont allumé l'imagination du public et des spécialistes. Cette bulle peut être décrite comme une bulle fiscale pour sceller des envois d'impôts liés au 7e et 8e siècle. Et ce texte est supposé avoir la première référence topographique à la ville de Bethléem. Alors, même si j'ai des doutes quant à la lecture de la deuxième ligne, je ne dirais pas que cette bulle indique simplement l'existence d'un petit village au 7e siècle. La bulle ne permet pas de conclure quant à l'existence, preuve d'existence de David ou comme une preuve de l'historicité des histoires de la nativité dans les évangiles. Si on peut revenir un peu en arrière, on en vient donc au refroidissement climatique. Le niveau de la mer Morte, de la période Holocène, montre qu'il y avait des hausses importantes du niveau de l'eau associées avec davantage de précipitations de pluie, plus grandes que celles de la pluviométrie dans le sud du Levant actuel. Et la plupart de ces périodes d'augmentation et de baisse des précipitations annuelles sont considérées comme étant des périodes de sécheresse. Et cette description implique qu'on voit au travers des niveaux de la mer Morte qu'il y a eu des périodes de fortes pluies, mais aussi des périodes de sécheresse. On ne peut pas leur attribuer des dates pour dire que du 843 au 840, il y a une sécheresse, et de 890 à 95, il y avait de la pluie. Mais cela nous donne un peu un aperçu de ces histoires bibliques où la sécheresse joue un rôle important. J'aime bien cette image. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Alors, toutes les données que je viens de discuter, les changements climatiques, l'augmentation de la technologie pour la culture en terrasse, l'amélioration des régimes à cause du poisson et du miel,
tout cela nous amène à la conclusion qu'il y avait des conditions améliorées pour une plus grande production et des récoltes plus importantes, qui serait la première étape vers une croissance de la population. Et on voit que cette association du paysage, du climat, de la démographie et de la technologie permet effectivement de conclure qu'il y avait une augmentation de la population à cette période. Et qu'est-ce que cela veut dire pour la Bible hébraïque? Eh bien, je ne suis pas ici pour défendre ou attaquer la Bible hébraïque, mais quand on parle de David, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Vous savez, les spécialistes bibliques ne sont jamais tout à fait d'accord sur tous les aspects. Il y a toujours des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et l'une des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, c'est de savoir si, quand ont été écrites ces histoires de David, le point de vue traditionnel de Rost, qui dit que ce sont des témoignages oculaires dans les histoires des cours. Mais cela vient de cette hypothèse d'un soi-disant royaume uni. Mais Walter Dietrich, par exemple, a dit que les histoires sur David étaient en fait des textes remontant à la période d'Ézéchias, par lesquels des gens qui aspiraient à devenir scribes pouvaient apprendre comment devenir des serviteurs du roi, même quand le roi était difficile. Et Stephen Mackenzie dit que nous devrions lire contre le fil de l'histoire. Mais si on lit contre le fil de l'histoire, comment peut-on savoir quel est le fil? Et Bruce Halpern a dit que les couches les plus anciennes sont reconnaissables, mais sont une propagande pro-davidique. Et John Van Citters, dans un livre très intéressant, a dit que, eh bien, il n'y a rien d'historique chez David. Tout ce que nous avons est à la période post-exilique tardive. Et ce sont des textes qui sont écrits, en fait, pour s'élever contre le nettoyage et la purification ethnique proposés par Esdras. Mais ce que je retire de ça, c'est que les textes sont une vision tardive du passé. Mais alors la question, c'est, donc, que sait-on de David? Et je dirais que nous ne savons rien. Dans le sens où je sais que je peux dire maintenant, je sais qu'il est presque 18 heures. Nous n'avons pas ce genre de connaissances concernant le roi David. Ce que moi j'aimerais proposer, c'est une reconstitution. Ce que moi j'estime être, compte tenu de mes premières remarques lors de cette présentation, ce qui s'est passé dans la société à l'époque et dans le climat, quel est le David que je pourrais imaginer sur ce terrain-là? Et puis, je vais noter ce concept de la reconstitution de l'histoire de Robert Collingwood, qui permet de sortir du scepticisme qui dit que le passé est un terrain étranger auquel nous ne pouvons pas pénétrer, mais l'autre qui est le réalisme dans lequel on peut pénétrer dans ses rêves. Alors, la reconstitution est une construction mentale du passé basée sur autant de preuves que possible. Mais c'est toujours ouvert au débat. Et donc, peut-être que vos questions m'amèneront à réviser ma présentation. Alors, que sait-on de David? David est un jeune homme d'une famille de la classe moyenne supérieure qui, en l'absence de moyens économiques, puisqu'il avait 7 grands frères, a dû suivre son propre chemin. Il a erré un peu comme un seigneur de guerre, offrant ses services à quiconque accepterait de le payer, que ce soit le roi Saül ou les Philistins. On pourrait le comparer aux Hapirou de la correspondance d'Amarna. Les Hapirou étaient des bandes qui essayaient de pénétrer le pays et pour pouvoir s'emparer de tout ce qui s'y trouvait. Et il faisait cela, donc offrait ses services pour se construire une base de pouvoir qu'il a pu par la suite élargir grâce au mariage.
Eh bien, mariage, ce n'est peut-être pas le concept romantique auquel on pense aujourd'hui. Parfois, il a quasiment violé ses filles pour qu'elles deviennent sa femme. Et en utilisant Hébron comme tremplin de départ, il a pu gagner le contrôle sur certaines parties de Juda et d'Israël. Une fois roi, il a régné sur une région locale et plutôt limitée. Il n'a pas vraiment fondé une nation. Il n'a pas vraiment fondé une bureaucratie. Mais le développement économique a conduit à la première forme d'administration. Et ce n'était pas une volonté de construire une nation. Bref, David était un être très humain qui a saisi les avantages apportés par les changements dans la société. C'était plus un macho que l'image du petit berger galant auquel moi j'ai été confronté quand j'allais à l'école du dimanche, avec des images comme celle-ci. Alors Thomas, je ne sais pas si on a une pause ou est-ce que je continue? Eh bien, je vais continuer donc. Alors dans ce cas-là, je me permets de prendre un tout petit peu d'eau. Et je poursuivrai avec mes exemples suivants. Et ceux d'entre vous qui ont lu mon article dans ce volume publié par John Hunn savent déjà ce que je vais dire. Et pour ceux qui l'ont lu, ce sera peut-être un intéressant rappel. L'exil babylonien. Alors, c'est ça, il me reste 10 minutes. D'accord, bon, je vais faire vite. L'exil babylonien a souvent été approché à partir d'un point de vue judéen en utilisant toutes les sources écrites et archéologiques disponibles. Et pour surmonter ces préjugés, il serait plus qu'utile de considérer l'exil d'un point de vue plus babylonien, plus large, ou de considérer cette période comme à partir d'un point de vue plus global. Et oui, dans mon école, vous savez, lorsque on n'éteint pas son téléphone portable, on est obligé de payer une pénalité. Et c'est un système qui permet de téléphoner gratuitement, en fait. Ma femme et moi, nous avons tout le temps ces avantages venant des amendes payées par ceux qui laissent sonner leur téléphone. Mais voilà, quelques images qui illustre les influences cosmiques, la rotation du Soleil, la distance du Soleil, l'axe du Soleil par rapport aux taches solaires, etc. Et toutes ces influences sur le climat. Alors ça, c'est autre chose. Bon, j'ai déjà parlé de la différence entre climat et météorologie. Alors, ça, c'est important. Ça, c'est les variations de température pendant l'Holocène, avec la ligne noire épaisse comme étant la moyenne, ce qui conduit à une image comme celle-ci. Et à une image plus compréhensible où on voit l'optimum du climat, l'ère à laquelle il y a eu la grande construction des cathédrales, et puis le XVIe siècle où il y a eu une petite période glaciaire et que les canaux à Amsterdam étaient glacés, on pouvait patiner dessus. Aujourd'hui, on est ravis si on a un jour de gel à Amsterdam par an. Mais à cette époque, vers 500, on trouve une période très intéressante. Après la conquête de Jérusalem, qui tombe à une période de réchauffement climatique, la température monte beaucoup plus rapidement que ce que nous avons connu aujourd'hui, avec le soi-disant réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas aussi fort que ce qui a été connu dans le passé. Mais lorsque Cyrus a vaincu Babylone, alors là, le climat a changé. Je ne sais pas s'il y a un quelconque rapport entre les deux, mais quoi qu'il en soit, après la mise en place de l'Empire perse, il y a eu un refroidissement climatique assez rapide. Alors ça, on va sauter, ça aussi... Et ça aussi,
In the 6th and 5th Et au 6e et 5e siècle, donc après que les Perses soient devenus les maîtres du monde, la météorologie était plus fraîche, plus froide, et ce qui implique moins d'eau dans la mer, plus d'eau sur les terres et dans les fleuves, davantage d'eau pour l'irrigation et pour l'agriculture. Et cela, avec les améliorations dans les technologies d'irrigation, implique que en Mésopotamie, la vie s'améliorait de plus en plus et il y avait toujours plus de biomasse, donc toujours plus de produits, d'aliments à manger, donc la population pouvait grandir. Et je vais passer maintenant à une découverte assez récente dans les études cunéiformes, un ensemble d'archives, quelques 400 à 500 tablettes cunéiformes ne sont pas encore publiées. On espère que ce sera pour bientôt. Et ces tablettes ont été écrites à un lieu qui s'appelle Al-Shamasha, qui c'était la ville de l'Aigle, et à Al-Yahuda, la ville de Yehoud. Alors, désolé, ma diapositive est en hollandais. Mais c'était des zones nouvelles agricoles. Et à la différence des Assyriens, les Assyriens qui éparpillaient leur déportation, mais les Babyloniens gardaient les groupes ethniques ensemble, non seulement les Judéens, mais aussi d'autres groupes qui vivaient près les uns des autres dans des communautés semi-indépendantes, où ils pouvaient créer une certaine richesse et avaient la responsabilité d'entretenir les terres pour pouvoir produire davantage d'aliments pour la population croissante. Et il est très intéressant de noter. Non, je vais le dire autrement. Ces tablettes cunéiformes ont une date et on voit sur toutes que la datation ne s'arrête pas à la fin de l'Empire babylonien. Lorsque les Perses sont arrivés, cela a continué. Et ce qui a continué, c'est la présence aussi de noms juifs, des noms qui comportent Yahou ou Yahvé comme élément constitutif. Et donc des Judéens, des Juifs, sont restés à Babylone, même après qu'on les ait autorisés à revenir vers Yehoud, vers le pays promis. Peut-être que les conditions étaient meilleures. Et puis autre chose, parce que la technologie est toujours très importante. Quand on améliore la technologie agricole, on va améliorer aussi les quantités des récoltes. Et au IIe siècle avant l'ère commune, la charrue de cèdre a été améliorée. Ne me demandez pas des détails là-dessus, mais vous pourrez le lire dans ce livre écrit par Potts. Mais ça leur permettait de creuser davantage le sol, ce qui veut dire qu'il y avait, il était possible de faire pousser plus d'abondance de produits. Alors, il y a toujours une question concernant l'exil et le retour. Était-ce une migration forcée ou était-ce une migration libre? Il me semble que l'exil des Juifs vers Babylone était une forme de migration forcée, mais quand ils y sont restés, même après qu'ils aient été autorisés à revenir, je crois que l'exil est devenu une diaspora. Alors, j'espère vous avoir montré, avec ces quelques mots, que les changements de climat ont une très grande importance pour comprendre l'histoire ancienne. Et j'espère aussi que je vous ai permis de clairement comprendre que le changement climatique n'est pas toujours le seul facteur important. C'est toujours une association
entre la technologie, le climat, la politique et l'organisation qui va améliorer la qualité de la vie ou alors qui va réduire la qualité de la vie. Alors, j'aurais pu vous donner bien d'autres exemples, mais il me semble que je me suis fait comprendre. Merci de votre patience.